Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à Storia Voce. Nous continuons cette semaine notre série consacrée aux Incas, alors que le dernier numéro d'Histoire et Civilisation leur est consacré. Vous pouvez courir chez votre marchand de journaux afin de vous procurer ce numéro. Alors nous avons vu la semaine dernière la naissance de l'Empire Inca. Nous verrons la semaine prochaine le choc de la conquête espagnole et nous nous penchons aujourd'hui sur le gouvernement impérial. Peter Eckhout, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes archéologue, historien de l'art, professeur à l'Université libre de Bruxelles et vous venez de publier chez Talandier un magistral Les Incas, 13e, 16e siècle. Un très très beau livre, richement illustré. Je vous incite, chers auditeurs, à vous procurer cet ouvrage. Alors, nous nous penchons cette semaine sur le gouvernement de l'Empire Inca. Qui était le souverain et quels étaient ses pouvoirs, Peter Eckhout? Alors, le souverain Inca, on l'appelle le Sapa Inca, l'unique Inca. C'est comme ça qu'on peut le traduire. Inca, on ne le traduit pas, parce qu'en réalité, et ça c'est une confusion de laquelle peu de gens sont conscients, les Incas ne s'appelaient pas les Incas. Ce sont les Espagnols qui les ont appelés les Incas, en fonction justement du nom que l'on donnait au souverain. Donc ce Sapa Inca, cet unique Inca, il vit au Cusco. Il est issu d'une famille noble et il rassemble dans sa personne tous les pouvoirs, puisque dans ce type de société, le politique, l'économique, le social, le religieux, tout ça est mêlé en réalité. Donc il est à la fois le grand dirigeant, le chef de guerre, celui qui préside à la plupart des cérémonies, et surtout, il est le fils du soleil. C'est-à-dire que lorsqu'il monte sur le trône, lorsqu'il coiffe la mascapaicha c'est une sorte de diadème qui est l'équivalent de notre couronne, si l'on veut, et donc il devient l'empereur, le roi des Incas, il change d'essence, et il devient fils du soleil. Il devient un roi sacré. Comme on en a d'autres exemples en anthropologie et à différents moments de l'histoire de l'humanité. Il est lui-même Dieu ? En quelque sorte. Et il a cette capacité, en tant que fils du soleil et en tant que demi-dieu, si l'on veut, dieu ou demi-dieu, de pouvoir parler directement à ses égales ou ses égaux, si l'on veut, qui sont les divinités, justement. Et on en a, des comptes rendus, si l'on veut. En tout cas, il fait venir, par exemple, au Cusco, chaque année, les idoles des temples principaux de l'Empire pour s'entretenir avec elles directement. Il parle avec les Waka. Comme on dit, les Waka, c'est les entités sacrées. Il parle avec les oracles aussi. On lui attribue des qualités spéciales, notamment de divination. À certains empereurs, dans la geste dynastique et dans les mythes qui l'entourent. On nous parle d'un empereur, Yawarwakak, qui pouvait pleurer des larmes de sang, d'un autre qui lisait l'avenir au travers d'un cristal de roche, d'un autre encore qui avait, battu des ennemis en lançant des projectiles qui étaient comme la foudre, voire qui avait transformé les rochers de telle plaine en autant de guerriers valeureux qui avaient vaincu les ennemis. Donc voilà, on lui attribue toutes ces qualités incroyables, qui en font aussi un être redoutable, puisque les rois sacrés, en anthropologie, on le sait, ont cette qualité particulière qui les assimile quelque part, qui en font des intercesseurs, en tout cas privilégiés, avec les entités surhumaines et avec les divinités, mais donc ce grand pouvoir, il peut être aussi redoutable. Et donc la personne de l'Inca était entourée d'un protocole extrêmement strict. Tout le monde ne pouvait pas approcher l'Inca, la plupart ne pouvaient même pas le regarder dans les yeux. Il y a tout un rituel entourant la personne royale. Il y a énormément d'anecdotes. Même s'il crachait par terre, il ne crachait pas par terre. On recueillait son crachat. Bien sûr. Étant d'une essence semi-divine, tout ce qui émane de ce corps de l'Inca est également sacré. Et donc, ses rognures d'ongles, ses cheveux, s'il crache, etc., on va recueillir ça, les serviteurs ou les concubines, dans leurs mains, etc. Et on va soigneusement les garder parce que
Sinon, ça peut faire l'objet de sorcellerie, d'atteinte à la personne de l'Inca, évidemment. Et on va les rassembler, nous dit-on, dans des doubles qu'on appelle les wauke, qui sont des sortes de statues, si l'on veut. Malheureusement, aucune n'est parvenue jusqu'à nous, donc c'est uniquement sur base des récits des chroniqueurs qu'on le sait. Et ces doubles wauke sont considérés comme des sortes de jumeaux de l'Inca, du Sapa Inca, et que l'on pouvait aussi emmener à la bataille là où l'Inca ne pouvait pas y aller, parce qu'il avait plusieurs fronts à la fois, l'Inca, de guerre, et on s'adressait à ces doubles comme on s'adressait à l'Inca, alors qu'ils n'en sont que des émanations, en quelque sorte. C'est assez fabuleux. Et donc, le cérémoniel qui entoure même la consultation de l'Inca est là aussi strictement régulé. Donc on arrive devant l'Inca. On se déchausse. On se déchausse, on a une charge sur la tête, on a les yeux tournés vers le sol, et on arrive de cette façon dans une position d'auto-humiliation, en quelque sorte, ou en tout cas de déférence extrême. Et donc là, c'est un protocole qui était respecté par tous, sauf par les Espagnols quand ils vont arriver. Et les femmes ? Alors, les femmes, vous voulez dire les femmes par rapport à l'Inca ? Oui. Ouais. Alors, l'Inca, on a l'impression qu'il est entouré de beaucoup de femmes. Certes. Donc là, il y a d'abord il y a la Sapa Inca, c'est l'Inca. Il y a ce qu'on appelle la Coya. La Coya, c'est l'impératrice. Donc, c'est son équivalent féminin, qui a d'ailleurs un certain nombre de pouvoirs, elle aussi non négligeable, dont celui de faiseuse de roi, en l'occurrence. C'est également sa sœur de sang, en tout cas à partir d'un certain règne, celui de Topa Yupanqui et plus tard de Huayna Capac. Il n'y a pas seulement la Coya, il a aussi des épouses secondaires, parce qu'il va marier telle ou telle princesse de telle ou telle région, justement pour consolider les liens vis-à-vis des populations de ces régions et des autorités locales. Et il va aussi avoir des concubines. Voilà, alors je pense que c'est à ce chiffre-là que vous pensez, que je cite dans les livres parce qu'il est repris par les historiens. Huayna Capac, 2000 épouses secondaires et concubines. Quand j'en parle à mes étudiants, je rajoute toujours quelle santé, parce que quand même. Et donc, voilà, c'est évidemment quelque chose d'assez impressionnant, qui a une incidence directe, évidemment, une incidence et une descendance, sans faire corriger de mauvais jeu de mots, puisque, bien sûr, il va avoir, par ce biais, une très nombreuse descendance. Donc il y a beaucoup de princes, en quelque sorte, qui peuvent, à l'un ou l'autre titre, prétendre à lui succéder sur le tabouret du pouvoir, sur la tiana et coiffer la mascapaicha. Ce ne sera pas sans poser quelques problèmes, évidemment, au moment des successions, justement. Oui, parce qu'il n'y a pas de succession, il n'y a pas de primogéniture à l'occidental. Il y a régulièrement des guerres civiles. Alors, jusqu'à il y a peu, on présentait surtout l'épisode tragique de la fin de l'Empire Inca, c'est-à-dire l'arrivée des Espagnols profitant d'une guerre civile qui existait dans l'Empire à ce moment-là, puisque guerre de succession entre deux rivaux, Atahualpa et Huáscar, et on présentait ça comme un événement exceptionnel. Pas de chance pour les Incas, ils arrivent au moment où ils sont eux-mêmes divisés, etc. En réalité, le processus de nomination d'un nouvel empereur, si je puis dire, n'est effectivement pas du tout automatique, puisqu'il y a plusieurs prétendants. Et ce sont les lignages, les grandes familles nobles du Cusco et les épouses secondaires, la concubine, la Coya, etc., qui chacune vont essayer de pousser leurs prétendants. La noblesse a donc une part importante dans le choix ? Fondamental parce que le choix se fait finalement sur base de décisions prises en commun par un conseil de sages. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve depuis les modestes chefferies et aïlous, lignages, qui constituent la base en fait de l'organisation sociale andine, et qui se répercute jusqu'au Cusco, si ce n'est que ce conseil des sages, il est composé de nobles. Mais là aussi, on peut imaginer que pas mal d'intrigues de cour et d'intérêts divers peuvent intervenir dans la décision qui est prise et qui, pour le coup, le choix peut tomber sur un fils de l'Inca, sur un frère de l'Inca, sur un cousin de l'Inca, sur un oncle de l'Inca, dans notre propre terminologie de la parenté, évidemment, puisque la terminologie de la parenté et la manière de se considérer au sein d'une famille et de s'adresser les uns aux autres au sein d'un lignage sont différentes dans les Andes que ce que nous connaissons. Est-ce que le roi bénéficiait d'un conseil, parce qu'on peut parler de monarchie ?
Oui, on peut parler de monarchie. Et on le disait la semaine dernière, hein, on parle de l'empire des 4 quartiers, des 4 parties. Comment étaient dirigés ces 4 quartiers et quel rôle jouait ce conseil? Alors, le roi s'entoure de 4 apous, APU, ça se prononce apou, qui sont choisis évidemment parmi les nobles du Cusco, et qui chacun de ces 4 apous dirige un des 4 quartiers. Chinchaysuyo, Colasuyo, Condisuyo, Antisuyo. Mais il reste au Cusco. Et ils sont informés de ce qui se passe dans les provinces via un système de communication sur lequel on pourra revenir plus tard. Ces différents quartiers sont subdivisés en provinces, que l'on appelle UNU, sur base de considérations à la fois géographiques, ce qui peut paraître assez logique, mais également démographiques. C'est-à-dire qu'il y avait des recensements assez réguliers de la population chez les Incas, et en fonction de la population, 10 000 tributaires, donc c'est-à-dire hommes en âge de fournir de participer aux corvées, et de leur famille, donc à peu près 50 000 personnes, et bien hop, ça faisait une province. Okay. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté dans les chroniques. Vous imaginez bien que c'est très difficile de vérifier ça par l'archéologie, bien entendu, et que, bon, il devait y avoir des aménagements de temps en temps, mais l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire que cette pyramide sociale, si vous voulez, au sommet de laquelle on trouve l'Inca, et puis les 4 conseillers qui l'aident dans ses décisions et qui chacun dirige un de ses quartiers, les quartiers eux-mêmes divisés en provinces, ces provinces étant dirigées par ce qu'on appelle des gouverneurs, les Tukrikuk, et là encore, sur base de la démographie, des subdivisions d'ordre décimal, 10 000 familles, puis chaque fois 1000 familles, 100 familles, etc. Donc à ces différents niveaux, on va dire, de groupes démographiques, on a des chefs. Et donc, cette autorité pyramidale, extrêmement bien organisée, comme ça. Centralisée. Là, pour le coup, c'est à la fois centralisé et décentralisé, dans la mesure où le pouvoir, il est exercé localement, et les gens qui sont chefs, ils sont à la fois les grands organisateurs, les juges de paix, et ceux qui vont évidemment s'occuper de l'économie locale, bien sûr, et d'une partie d'ailleurs des activités rituelles également, et centralisé dans la mesure où, finalement, les décisions qui concernent l'ensemble de l'Empire, eh bien, elles sont prises en fonction de toutes les informations et de toutes les données et de toutes les ressources dont on a connaissance et qui se trouvent donc dans l'Empire, transmises par cette chaîne, si l'on veut, de décideurs. Et c'est la même chose pour tout ce qui concerne l'économie. Où là, on a aussi une économie qui est en bonne partie décentralisée, comme je l'expliquais la semaine dernière, je crois, mais aussi pour certains produits sous la férule, sous l'égide directe de l'État inca. Alors, vous montrez aussi un monde de réciprocité, d'échange, un monde en mouvement, où l'on migre beaucoup. Il y a un terme pour désigner ces migrations. Est-ce que le pouvoir a souhaité mettre fin à ces structures de réciprocité en imposant un modèle pyramidal vertical? La réciprocité et la redistribution, on est dans une économie qui n'est pas une économie de marché. Eh bien, ça, ce sont vraiment les 2 éléments essentiels de l'exercice de l'autorité dans les Andes. Ce n'est pas une invention inca. C'est quelque chose qui existe sans doute vraisemblablement avant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette réciprocité, ça signifie que lorsque les Incas vont arriver quelque part, ils vont, si l'on veut, confisquer une partie des ressources, une partie des terres, par exemple, pour l'agriculture, une partie des pâturages pour les lamas, une partie des mines, peut-être, et que, ça va appartenir à l'Inca ou à l'Empire Inca, et qu'ils vont exiger de leurs administrés qu'ils fournissent des corvées. Et donc, ils viennent travailler sur les terres de l'Inca, garder ses troupeaux, filer la laine de ses lamas, extraire le minerai des mines, etc. Et donc, de cette façon, l'État Inca accumule des surplus sans pour autant ponctionner dans la production des gens eux-mêmes. Là, on n'y touche pas. Il n'y a pas l'équivalent des impôts, de la dîme ou de tout ce qu'on peut imaginer qui a existé dans nos régions. Donc, c'est vraiment 2 systèmes différents. C'est un impôt en travail, en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Donc, les déplacements de population auxquels vous faisiez allusion, qu'on appelle des mitimais, ça, c'est quelque chose qui est attesté dans l'ethnohistoire, donc dans les écrits coloniaux. Les Incas déplaçaient
déplacer des populations entières, mais aussi parfois des individus spécifiques, depuis leur région d'origine vers d'autres régions, pour différentes raisons. Par exemple, lorsque une population se révélait assez rétive à l'autorité inca, on allait la déplacer, tout un village ou plusieurs villages, dans une autre région, au sein de populations qui, elles, étaient tout à fait d'accord avec l'autorité inca. Ou bien, on a des régions où l'inca estime qu'il y a beaucoup de ressources, mais pas assez de main-d'œuvre, on va déplacer des populations aussi. Et voilà, et on a ainsi... C'est une gestion très rationnelle, au fond, parce que complètement. Vous montrez voilà, les 1000 familles, les 100 familles, etc. C'est très rationnel, c'est très mathématique. C'est en tout cas le modèle idéal vers lequel les Incas tendaient, qu'on a eu tendance à prendre parfois un peu trop au pied de la lettre, mais c'est vrai qu'on a cet ordonnancement qui en plus est, si vous voulez, contrôlé par le biais des sortes de comptables, les Quipucamayok, les comptables de l'Inca qui, grâce à leur cordelette à nœuds, justement, pouvaient enregistrer par exemple, des données démographiques comme des recensements, le contenu des entrepôts, le nombre de jours de corvée, les offrandes que l'on devait faire à telle ou telle divinité, etc. etc. Donc il y a tout ce système administratif de gestion vraiment qui est mis en place par l'Empire et qui participe intimement, bien entendu, de l'efficacité de l'organisation impériale. Les quipus, ce sont ces cordelettes avec des nœuds, ce sont au fond les ancêtres de nos rapports administratifs et comptable ? Voilà, c'est ça, c'est un livre de comptes. Donc un quipu, ça se présente comme une grande corde, si l'on veut, de laquelle pendent des cordons, et de ces cordons, des cordons subsidiaires. Il y a des nœuds à différentes hauteurs. Ces nœuds sont d'allures différentes, et en fonction de leur position et de leur aspect, eh bien, ils désignent des quantités, de nombres entiers et positifs. Des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Le quipu qu'on ait pu étudier jusqu'à présent et qui enregistre le plus grand nombre, c'est de l'ordre des 100 000. Bon, et donc, ça sert de livre comptable. J'ai eu l'occasion d'en trouver dans mes fouilles, par exemple, à proximité d'entrepôts, et certains de mes collègues également. Alors, le souci, c'est que, par rapport à ces quipus, il faut quand même le mentionner, c'est que, bien entendu, ce que désignent ces nœuds et ces cordes, ça doit faire l'objet de conventions. Comment est-ce qu'on sait que ce sont des jours de recensement, des recensements de population, ou telle quantité de jarres de maïs ou autre. Là, ça devait faire l'objet d'une codification dans l'Empire Inca, et cette codification, malheureusement, elle est perdue. Ça, c'est triste. Le système des quipus, tel que je viens de le décrire, existe toujours dans certaines populations de régions assez reculées dans les Andes, mais les codes qui sont employés sont régionaux, ils sont traditionnels. Donc le système existe toujours, mais la convention a disparu. Donc cette quête d'une convention que l'on pourrait retrouver, on espère qu'un jour on tombera sur une source qui pourra nous l'apprendre, mais jusqu'à présent, on a pu la déduire surtout en fonction des contextes dans lesquels les quipus ont été retrouvés, à proximité d'entrepôts qui contenaient telle ou telle chose, par exemple. Et alors on peut en déduire que, ah oui, ça servait sans doute à compter ceci, cela, etc. Voilà. Donc il y a tout ce système qui est effectivement sur une base décimale, très bien organisé, très bien géré, avec les quipus que l'on retrouve parfois aussi en double, l'un sans doute destiné aux archives du Cusco, si je puis dire, et l'autre au Quipucamayok, donc au comptable local. Voilà, donc, et ces objets sont assez légers et peuvent donc être aisément transportés par les tchaskis, les messagers qui couraient en se relayant de tambour en tambour sur le fameux réseau routier, le Capactian. Ouais, ça c'est fabuleux. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, on voit un quipu au musée d'Auch dans le sud de la France. Il y en a d'autres en France ou en Belgique ? Alors oui, il y en a. Au total, dans le monde, on connaît à peu près 1200 quipus, entre collections publiques principalement, bien heureusement, collections de fouilles archéologiques. On en a un à Bruxelles, au musée de Bruxelles, Cocorico. Il en existe un aussi également au Quai Branly, si ma mémoire est bonne, voire même plusieurs. J'en connais aussi du Vatican. Il y en a beaucoup au musée de Berlin. Enfin bon, voilà, on en a un petit peu partout et dans les pays sources, si je puis dire aussi, au Pérou et au Chili notamment. Alors, je reviens sur le réseau routier. C'est un élément essentiel du pouvoir. Oui, c'est effectivement, mais une fois encore, c'est pas une invention inca.
C'est-à-dire que on a différents faisceaux de données archéologiques laissent à croire qu'il existait déjà des voies de communication que l'on peut attribuer à des cultures, des civilisations qui ont précédé les Incas. Une partie, en tout cas, difficile à mesurer, parce que vous imaginez que fouiller 40 000 km, ça, c'est le chiffre qui est donné approximativement, 40 000 km de voies Incas, à travers donc, ce territoire d'1 million de kilomètres carrés, donc on n'a pas pu tout fouiller, évidemment. Quoi qu'il en soit, donc il y a une partie qui est pré-Inca, mais la plus grande partie que l'on connaît est effectivement Inca. Elle se présente de diverses manières, en fonction, là encore, des paysages et des écologies différentes. On s'imagine toujours les Andes en pensant à Machu Picchu comme de grandes montagnes avec des forêts dessus et des sites perdus. C'est une partie de la réalité. Au Pérou, vous avez une variété absolument incroyable de paysages, depuis les déserts jusqu'aux glaciers, en passant par la jungle tropicale et les montagnes, ou bien encore l'altiplano, les hauts plateaux. De l'ensemble des écosystèmes connus sur la planète, vous en trouvez 95% au Pérou. Différents. Donc, c'est vous dire la variété. Et donc, pour le Capacnian, pour les voies royales, comme on les appelle, pour le réseau routier, il y a une adaptation là aussi. Vous avez de grandes chaussées, si je puis dire, à certains moments, parfois même bordées de murs. Vous avez de simples tracés dans le sable du désert. Vous avez des ponts. Il y avait des spécialistes des ponts, d'ailleurs, des ingénieurs de ponts et chaussées Incas, littéralement. Vous avez des sentiers le long des flancs escarpés de certaines montagnes andines. Vous avez des chemins surélevés aussi, dans les régions marécageuses, etc., etc. Donc là, il y a une très, très grande variété d'un point de vue technique, si je puis dire, et d'un point de vue de l'apparence, d'ailleurs, aussi, de ces voies Incas. Alors, je voudrais terminer sur le Machu Picchu. Vous l'avez évoqué quelque peu la semaine dernière. C'est un palais, le Machu Picchu. C'est un lieu de pouvoir, au-delà d'être un lieu de plaisir, enfin de détente pour le pouvoir. Oui, en effet. Donc, dans la vallée sacrée, donc celle dans laquelle se trouve notamment le Cusco, mais aussi Machu Picchu, vous avez une série de ce que l'on appelle des palais de campagne, ou des domaines royaux, dont le Machu Picchu, qui est un lieu de villégiature, en fait, pour l'Inca, qui, vivant au Cusco, à la cour, etc., prenait quelques vacances, si je puis dire, de temps à autre, pendant quelques semaines par an, et allait se mettre au vert du côté, par exemple, du Machu Picchu. Donc, vous avez le Machu Picchu qui est le plus connu, mais vous en avez comme ça une vingtaine dans la vallée sacrée, entre 20 et 30. Tous ne sont pas aussi bien conservés, mais certains, oui. Je pense à Pisac, Ollantaytambo, Tipon et Chinchero et d'autres sites. Donc, ils sont attribués à tel ou tel empereur Inca, avec là aussi pas mal de révolutions par rapport aux datations qui sont dues aux dernières recherches et aux produits et au progrès des datations radiocarbone. Mais enfin bon, l'idée étant que l'Inca n'y vit que quelques semaines par an. Et cette propriété, il y a bien sûr les ruines fameuses du Machu Picchu, mais qui sont très réduites, c'est quelques hectares, pas plus, et puis tout un domaine autour, avec des terrasses agricoles, avec des villages aussi, avec les gens qui sont sur ces villages, etc. etc. Donc, on a ainsi des sortes de domaines privés qui constituaient l'apanage des Incas, les empereurs qui les avaient construits, et par la suite, l'héritage, ou une partie de l'héritage, de leur famille. Pas de leur successeur, puisque le successeur, celui qui va monter sur le trône, va fonder un nouveau lignage, une nouvelle famille en quelque sorte. Et lui, il n'aura pas grand-chose de ce que l'on en sait, et c'est ce qui pousse aussi à la conquête. C'est cette idée de l'héritage divisé. La famille va hériter des biens, et celui qui hérite de la charge doit se faire une situation. Ce qui est propre au monde andin. Oui, parce que c'est un modèle que l'on a pu déduire de ce que l'on connaît des Incas par les chroniques, mais aussi de ce que l'on a pu observer chez d'autres cultures. Je pense aux Chimú de la côte nord du Pérou, aux Ishmak, moi-même j'étudie à proximité de Lima, et où on a ce modèle-là qui veut que, par exemple, à chaque règne, on va construire un palais.
Donc vous avez un nouveau palais pour chaque roi, puisque le palais va servir de tombeau au roi précédent. Et donc, on le constate archéologiquement, c'est très intéressant, et c'était le cas aussi pour les Incas, ce phénomène d'héritage séparé, qui nous paraît très particulier, puisque pour nous, que ce soit le Louvre ou après Versailles, que ce soit Buckingham, ou que ce soit chez nous le palais de Laeken, à Bruxelles, le palais royal est un des symboles de la stabilité de la royauté. Dans ces populations, c'est différent. Merci beaucoup, Peter Rickaut, Les Incas, 13e, 16e siècle, c'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Talendier. N'hésitez pas, chers auditeurs, aussi à vous procurer le numéro consacré aux Incas auquel vous avez participé, Peter Rickaut, donc disponible absolument dans tous les kiosques de France et de Navarre. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons voir la conquête espagnole de l'Empire Inca. Très bonne semaine à vous.